Bonjour, ce podcast vidéo est une grande première. Je l'ai réalisé ici depuis Bali, à Ubud, dans ma villa. Tu le trouveras sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube en version vidéo multicaméra. Dans cet épisode, j'ai interviewé un ami, Loïc Frissard, un expert en SEO, investisseur et créateur de la société Digitiz. C'est une belle personne qui excelle dans son domaine. Loïc nous partage sa vision de l'entrepreneuriat, ses habitudes et comment il a réussi à devenir indépendant financièrement. Je te laisse désormais apprécier cet épisode. Loïc, explique-nous ton parcours, d'où tu viens, où est-ce que tu en es arrivé ici, s'il te plaît. D'accord. Bah écoute, bonjour Maxime. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être sur ton podcast. Donc moi c'est Loïc, j'ai 32 ans, ça fait maintenant à peu près 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc j'avais lancé au début mon activité en fait en tant que consultant en fait au web marketing, de manière assez globale, et je me suis vite spécialisé dans le SEO, effectivement, comme tu l'as expliqué. Donc mon parcours ça se résume surtout effectivement à du consulting dès le départ. Et après, j'ai basculé au fur et à mesure dans en fait ce qu'on appelle l'édition de sites internet. Donc je vous expliquerai peut-être un peu plus tard exactement en quoi ça consiste, mais voilà, en gros c'est plutôt le but, c'est vraiment de faire des sites, de les ranker sur Google pour qu'ils soient bien positionnés, et après les monétiser avec différents moyens de monétisation, de l'affiliation, du e-commerce, etc. Donc voilà un peu pour résumer ce que je fais grosso modo. D'accord, très bien. Et merci en tout cas. Comment tu en es arrivé exactement en fait au SEO? Est-ce que c'est des choses que t'as toujours été assez sensible à l'informatique, à la technique? Qu'est-ce qui t'a amené vraiment? À la base, j'ai pas trop un profil technique. Enfin, j'ai toujours aimé un peu bidouiller comme un peu les ordinateurs, les trucs comme ça. Mais j'ai plutôt un profil à la base marketing. En fait, j'ai fait un master en fait on appelle ça un master gestion d'entreprise, mais ça regroupe un peu marketing, gestion d'entreprise. Donc j'avais déjà à la base, j'étais plus motivé en fait à dès le départ vouloir créer mon entreprise, même si je savais pas vraiment en fait exactement dans quoi, mais j'étais persuadé au fond de moi qu'en fait je voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre, je voulais vraiment avoir en fait mon projet, j'avais de l'ambition de créer vraiment quelque chose. Donc voilà, après je savais pas forcément vers où m'orienter. Donc après voilà, gestion de prise c'est assez large. Après au fur et à mesure, j'ai fait des stages en web marketing, etc. Et en fait c'est en lisant un livre d'Olivier Andrier qui m'a en fait vraiment fait découvrir le SEO. Et en fait c'était surtout vraiment par curiosité. Enfin il y avait vraiment quelque chose en fait dans le SEO qui t'amène en fait à être curieux, à tester plein de choses, etc. Et moi, vu que je suis de nature assez curieux, cet univers-là, ça m'intéressait ça m'intéressait pas mal. Donc je me suis, au fur et à mesure, j'ai essayé de tester à faire des sites, etc., de créer des sites, de tester les techniques, etc., qu'on retrouve sur les forums, par les autres, sur Twitter, sur des conférences, etc. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai appris le SEO comme ça, un peu un peu en autodidacte en fait. Bien sûr. Un peu comme tout le monde au final en SEO, parce que t'as pas vraiment de cursus pour être consultant SEO ou expert SEO. Tout à fait. Donc voilà, au fur et à mesure, voilà, j'ai appris comme ça par moi-même. J'ai commencé à vendre des prestations. Après, j'ai commencé à gagner de l'argent sur mes sites, etc. Donc voilà, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Le SEO, c'est quelque chose qui s'apprend vraiment sur plusieurs années. On ne devient pas expert comme ça du jour au lendemain. Et surtout pour même faire ranker un site, c'est pas comme ça en un claquement de doigts. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc faut être patient, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant quand on s'y plonge dedans. Il y a plein de choses à découvrir. Moi je vois ça un peu comme un jeu en fait, le SEO, si tu veux. C'est un peu un jeu contre Google, si tu veux. Tu connais pas vraiment les règles, mais le but c'est de battre Google, puis aussi tes concurrents sur les résultats de recherche. Donc il y a aussi un peu cet aspect là, comment dire, gamification qui est assez marrant en fait, enfin qui est assez passionnant. D'accord. Donc voilà, pour moi le SEO c'est plus une passion en fait que mon métier en fait. Donc voilà ce que je peux dire sur le SEO. Très intéressant, merci Loïc.
Effectivement, tu as abordé plusieurs points qui sont, contrairement à ce qu'on souhaiterait nous faire penser, il y a beaucoup de marketeurs en fait sur Internet qui montrent des paillettes. Oui, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, effectivement. Voilà. Et dans beaucoup de domaines, de toute façon, c'est que ça, c'est l'apprentissage de la vie. C'est l'apprentissage par nos actions quotidiennes. Et donc, je te remercie déjà de témoigner par rapport à ton expérience, puisque ça montre bien, effectivement, que le fait d'y aller graduellement et de travailler tous les jours sur son business et de ne jamais lâcher, ça permet d'avoir des résultats. On en viendra par la suite si tu veux nous dévoiler quelques résultats. Mais en tout cas, moi, je t'ai invité aussi sur ce podcast que j'apprécie la personne que tu es, le fait d'être assez humble. Malgré, pas malgré, mais plutôt par rapport à toutes les revenons-en toujours à des personnes en fait qui se mettent trop en avant et qui derrière en fait n'ont pas vraiment les compétences qui mettent en avant. Et toi en fait c'est plutôt l'inverse en fait, t'as beaucoup de compétences. Mais c'est vrai que quand on tape Loïc Frissard, en fait, par exemple, sur YouTube, tout ça, je pense pas qu'on voit énormément de vidéos de toi. Non, après, voilà, ça dépend des personnalités, mais je pense qu'effectivement, il y en a qui aiment bien un peu, moi, je suis plutôt tu vois, genre travailler dans l'ombre, etc. Même si mes sites ils sont vus par beaucoup de personnes, personne ne me connaît en tant qu'effectivement Chloé Frissard. Après t'en as d'autres effectivement. Enfin après ça dépend de ce que tu fais aussi. Par exemple si t'es coach effectivement t'as plus intérêt à travailler sur ton personal branding, à te montrer, à te mettre en avant. Effectivement tu vois si demain j'ai envie de refaire des prestations SEO, peut-être que faudrait que je revoie ma stratégie et me faire effectivement connaître en tant que Loïc Frissard expert SEO. Après t'en as beaucoup aussi dans la sphère SEO qui jouent aussi là-dessus, à se faire connaître, à faire des vidéos, etc. Donc après chacun en fait, ça dépend vraiment de tes objectifs, de ce que t'as envie de faire, etc. Moi mon objectif, enfin jusqu'à présent, c'était plutôt d'avoir le SEO, je voyais ça plutôt comme j'ai toujours vu ça comme le moyen d'avoir un revenu passif si tu veux. Donc avoir ton business au service de ta vie plutôt que de travailler pour ton business. Enfin plutôt que d'échanger ton temps en fait contre de l'argent. Donc les deux sont intéressants. Après voilà, ça dépend vraiment de ce que tu as envie en fait. Ouais, ce que tu souhaites et de ce que tu souhaites. Et puis aussi d'avoir un certain équilibre parce que c'est ça, voilà. Dans tous les cas en fait même quand tu es sur le parce que j'ai un passé d'informaticien, du coup c'est vrai que j'ai fait du développement des choses comme ça et j'ai bien vu aussi que avec le temps au départ c'est cool d'être derrière la scène mais au bout d'un moment après tout dépend des personnalités et de ce que tu souhaites faire. Moi c'est vrai que voilà la zone de génie que j'ai trouvé, c'est plus le coaching. Mais effectivement, je me sens plus à l'aise quand je suis derrière, enfin de l'autre côté de la cam, enfin pas front de cam quoi, pas devant, mais voilà derrière. Et du coup, je me suis dit ok, c'est le but, c'est justement d'aller de sortir de sa zone de confort. Il faut des déblocages. Voilà, et ces déblocages là, ils te permettent sur tes zones de génie, en fait, encore de step up. Et c'est ça qui est génial. Ouais. C'est ça qui est génial. Et du coup, c'est vrai que là, avec tout ce qui se passe, dans le monde entier, plus effectivement le plein essor des crypto-monnaies, tout ça, de plus en plus de personnes en fait sont sur Internet, investissent sur le net. Et j'imagine aussi en termes de trafic, ça doit se ressentir. Ouais, c'est ça. Là de toute façon, sur la plupart des business en ligne, en tout secteur confondu, on a vu vraiment que depuis 2010, il y a vraiment une hausse en fait, que ce soit en affiliation, effectivement aussi en crypto-monnaie, les e-commerce, Amazon, etc. Tout ce genre de business là, même les coachs en fait, même les coachs en ligne comme toi, au final il y a de plus en plus de demandes aussi, parce qu'il y a aussi des remises en question, etc. Enfin c'est un autre débat, mais vraiment de manière globale aujourd'hui tout se fait sur Internet en fait. Donc c'est vrai que c'est une opportunité. Après voilà, faut pas après voilà, c'est un autre débat, mais faut pas non plus se dire voilà, j'ai envie de me lancer sur Internet parce qu'il y a un marché. Faut aussi quelque chose faut que ce soit quelque chose qui te fasse rêver quand tu fais quelque chose. Si c'est une contrainte, moi des fois je vois aussi quand tu travailles sur des projets pour des clients et tu vois ça comme une contrainte, ça sert à rien de continuer. Faut chercher quelque chose que tu as vraiment envie de faire, qui te donne envie de te lever le matin, sinon je vois pas l'intérêt sinon à travailler. La fameuse zone de génie, qu'est-ce qui nous anime, qui nous anime réellement, et c'est vrai que moi quand je connecte ça aussi à la spiritualité, le fait d'être
complètement ancré et connecté en fait avec des choses qui sont invisibles, mais qui sont bien présentes. Ça te permet en fait d'avoir, quand tu es sur ton chemin de vie, à ce moment-là, en fait, toute la créativité, toutes les connexions que tu peux avoir au niveau network avec les personnes, tout en fait se fait de manière très facile. C'est ça, c'est naturel en fait. T'as même pas besoin de, c'est presque inconscient en fait. Après, c'est une question de mindset aussi, je pense, parce que effectivement, quand tu démarres tout ça, t'as pas forcément la vision, etc. d'aller vers les autres, de te lancer, en fait, d'oser de faire je sais pas, par exemple, de faire un podcast, de faire des vidéos YouTube, etc. T'as beaucoup de blocages parce qu'en fait, on est très, enfin, moi, j'ai su au début, après avoir fini mes études, j'avais directement, en fait, été salarié. Et en fait, quand t'es salarié, et que enfin, t'es très conditionné, en fait. Même à l'école, en fait, t'es très conditionné. On te dit, on te forme pas forcément je sais pas, à gérer une entreprise, à gérer ton argent, à faire des trucs, en fait, qui sortent de l'ordinaire ou tu vois, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais on est assez conditionné, et au final le fait aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait ça te pousse aussi à te lancer, à découvrir plein de choses, à tester plein de nouvelles choses, et bien sûr, ouais. À évoluer en tant qu'être humain. C'est ça, et après voilà, évoluer à faire du développement. Aussi voilà, le développement personnel aussi, c'est très important quand tu entreprends, parce qu'effectivement après, enfin, on en parlera plus tard, mais le fait d'avoir une routine, de bien organiser ta vie, etc. C'est vraiment tout un ensemble en fait qui fait que après tu peux passer des étapes au fur et à mesure. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus, dans le sens où le système scolaire en fait nous donne ce que les systèmes veulent bien nous donner dès le plus jeune âge. Et il y a un formatage qui est fait, et c'est vrai que aujourd'hui, enfin, tu me diras si je me trompe, mais la plupart des personnes en fait quand tu sors du contexte et que tu entreprends réellement, la plupart des choses que tu as appris à l'école, au final, oui, lire, écrire, parler, oui. Mais après, ça, c'est assez limité en fait. C'est ça, en fait, le problème de l'école, enfin, c'est pas une critique, mais enfin, il y a des bonnes choses, parce qu'effectivement ça va t'apprendre des compétences, des hard skills en fait qu'on appelle, c'est ça, des hard skills, mais ça va pas forcément en fait t'apprendre tout ce qui est mindset, etc. Aussi le développement personnel, etc. D'avoir un équilibre dans ta vie, etc. Donc et pareil, pareil, côté salarié, t'es dans ta case en fait, et en fait ton rôle c'est de pas sortir de cette case là. T'as ton rôle attitré, mais par exemple ça va t'ébrider en fait dans ta créativité, pareil au niveau physique. Maintenant c'est un peu moins le cas maintenant avec le travail, le travail en remote, mais jusqu'à présent voilà, tes compétences sont limitées à telle limite. Tu peux pas sortir de ton bureau, etc. Si tu as envie de travailler au bord d'une plage ou à la montagne, bah non, il faut que tu demandes ta permission à ton supérieur. Ouais, et du coup, enfin, tu vois, c'est un peu dommage, mais ouais, voilà, on est, en fait, dans la société, on est très conditionné, et ça nous limite, en fait, à sortir de notre zone de confort, en fait, à exprimer, en fait, ce qu'on a vraiment envie de faire. Tout à fait, ouais. Et du coup, aussi, en termes d'hygiène de vie, c'est vrai que quand tu regardes la plupart des personnes, en fait, sont complètement déconnectées de ce qui est vraiment bon pour elles, en fait. C'est, tu vois, comment manger, comment respirer, comment faire du sport, tout ce que tu peux, en fait, comment tu peux t'enrichir en tant qu'être humain. Parce que c'est ce que je prône justement avec Maximum Life, c'est la personne que tu deviens qui fait en fait tes résultats, et non l'inverse. Et tout part de toi. Donc c'est vrai que quand une fois que t'as tes routines, que ce soit routine matinale, routine plus avant d'aller te coucher, que t'as ce mindset assez positif, et que tu as en fait cette méthode de travail et l'optimisation de ton environnement, c'est vrai que en fait par la suite, en plus couplé à un pourquoi fort et qui te prend réellement aux tripes, c'est-à-dire que tu peux réellement
continuer à travailler toute ta vie et que même si on te dit voilà, il y a des mois où tu vas rien gagner, c'est comme ça et tu t'avances. C'est ça en fait. C'est ce qui nous donne cette volonté-là et c'est ce que je trouve beau chez l'être humain, c'est qu'on a tous en fait ce côté unique. Et contrairement à ce dont on parlait précédemment au niveau de la standardisation de la société, c'est vrai que là on est quand on montre notre unicité au monde, enfin que ce soit au pays dans lequel on a notre target, c'est là en fait où quand on exprime ce talent en fait naturel dont je parle aussi dans le podcast régulièrement, c'est que cette zone de génie, ce talent naturel va faire que les personnes vont se connecter à toi et va faire que effectivement tu vas aider les autres en t'aidant toi-même aussi. Et donc c'est ce qu'on peut aussi retrouver après dans des ouvrages sacrés, voilà, mais c'est qui parle vraiment d'aider son prochain. Et le fait d'aider son prochain, tu t'aides toi et ta vie elle prend une autre dimension. T'es plus en fait dans un travail quotidien qui est souvent répétitif ou par exemple cadre ou cadre sup avec plus de côté politique. C'est vrai que moi je me souviens quand je travaillais pour des gros groupes, à la fin je faisais que de la politique, je faisais pas mon métier. Tu passes ta vie en réunion au final. Voilà, c'est ça. Et puis même je pense que ton impact en fait tu le ressens pas forcément, enfin tu peux le ressentir tu le ressens peut-être à petite échelle dans ton entreprise, mais je veux dire t'as pas forcément l'impression d'œuvrer en fait pour le monde ou je sais pas d'avoir un rôle vraiment dans la société en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui perdent qui ont en fait un peu une perte de sens en fait de ce qu'ils font dans leur travail au quotidien. Et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi un boom en fait de gens, enfin c'est toujours le cas, mais de gens qui veulent se reconvertir, etc., trouver quelque chose qui leur donne du sens, le pourquoi je suis là, c'est quoi mon rôle dans la vie, etc. Et c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et toi, alors, comment tu te positionnes par rapport à tout ça? Parce que tu me disais les routines, tout ça. Est-ce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de te coacher l'année dernière. Effectivement. Et je connais déjà 2-3 de tes routines, mais explique-nous un petit peu, voilà. Déjà, c'est vrai que oui, je vais expliquer aussi comment on s'est rencontrés. C'est assez cocasse. Assez marrant, oui. Donc c'était sur Ubud, à Ubud Centre, à Ubud à Bali, du coup. Et du coup, c'est vrai que je me souviens, t'es en train de manger avec un ami et tu étais avec ta compagne à ce moment-là. Et ouais, on s'est croisés. Et enfin, nos regards se sont croisés. On a commencé à s'échanger des informations au final. Et le courant est vite passé. Et pour moi, en fait, c'est toujours ça. Dès que je connecte avec une personne, et je pense que toi aussi. C'est ça, c'est une question de feeling, en fait. Feeling. Tu le ressens assez rapidement, de toute manière, quand t'es connecté avec quelqu'un, ou non. Après, ça peut arriver aussi de pas forcément sur la même vibe que quelqu'un d'autre, mais oui, c'est assez marrant, en fait, notre compte-là. Et pour revenir à ce que tu disais avant, en fait, la routine, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Enfin, je pense que pour tout le monde, en fait, au début, que ce soit, on va pas forcément parler d'entrepreneuriat, mais même de manière globale, on n'a pas forcément on se définit pas des règles, en fait. Et en fait, pour avancer dans la vie, que ce soit n'importe quoi, en fait, t'es obligé de te fixer des règles, en fait, d'être organisé, effectivement, bien sûr, mais d'avoir une routine, en fait, qui te permettent, je sais pas, d'avoir plus d'énergie le matin, de savoir en fait à quel moment de ta journée tu vas être productif, à quel moment au contraire tu auras un coup de mou et là il faudra peut-être faire autre chose, etc. Enfin moi au début c'était un peu le chaos, surtout quand avant de venir à Bali, j'avais pas vraiment de règles. Après ce qui m'a pas mal aidé, effectivement, j'ai pas mal lu de livres de développement personnel, etc., sur la morning routine. Aussi, je sais plus quel auteur avait fait ce livre-là. Hal Herold. Ouais, ça doit être ça, effectivement. T'as ce genre d'ouvrages qui permettent effectivement de t'aider en fait à organiser un peu
au moins ta journée. Enfin, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de rythmer ta journée, parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, en fait, quand les gens en fait démarrent dans l'entrepreneuriat, ils pensent qu'en fait, en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux de ta journée. En fait, tu peux dire, aujourd'hui, j'ai envie je sais pas, enfin, tu peux faire ce que tu peux bien sûr choisir ce que tu veux, mais je veux dire, si vraiment tu veux avancer dans ton business, tu peux pas dire, aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de rien faire, je vais aller passer la journée à la plage, machin. En fait, il faut quand même, tous les jours quand même que tu te fixes un minimum de règles. Après, t'es pas obligé non plus de tout suivre à la règle, mais il faut au moins que tu dises, il faut que moi je passe 2 heures, faut au moins que je fasse mes tâches quotidiennes, que tu répondes à tes mails, que faut effectivement des objectifs sur le long terme, sur le moyen terme, court terme, etc. Enfin, après, c'est plus une question de productivité, mais c'est important en fait de se cadrer en fait. Et si t'es pas strict à ce niveau-là, en fait, au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi, parce que tu vas jamais atteindre tes objectifs, tu vas toujours retarder en fait tes tâches et t'avanceras jamais. Alors que si au contraire tu te donnes des objectifs, après en priorisant effectivement les tâches importantes vs les tâches moins importantes, c'est comme ça en fait que tu réussiras à avancer. Ouais, donc en fait, au-delà du développement personnel, il y a aussi toute une question organisationnelle. Enfin, ça en fait partie, mais c'est important de bien se définir, de bien se cadrer en fait. Bien sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Une structure logique déjà dans son agenda. C'est vrai que j'utilise beaucoup. Donc précédemment, que j'étais aussi dans du développement informatique, tout ça. Ça a permis de structurer mon esprit, c'est-à-dire un peu comme un robot, on va dire. C'est-à-dire que tu as des conditions logiques et avec le temps, tu transposes ça à la réalité, la vie. Et ce qui se passe, ça a été aussi prouvé, comme quoi au niveau des synapses dans ton cerveau, en fait, suivant ce que tu vas faire, ça va te demander telle ou telle compétence. Et donc, tu vas avoir un temps d'adaptation. C'est-à-dire que, par exemple, si tu utilises, par exemple, la méthode Pomodoro, où tu es à 45 minutes, 1 heure après, c'est toi qui définis, mais en règle générale, c'est souvent 45 minutes, 1 heure par la phase de travail, et après 10 minutes, un quart d'heure de repos. Déjà, en fait, sur la phase de travail, ok, déjà, faut bien sûr être focus, mais ne pas changer à chaque fois si par exemple, t'es en train de travailler, par exemple, pour toi qui est dans le référencement, par exemple, tu vas être plus sur la partie commerciale dans un premier temps, donc de la prospection, des choses comme ça, et peut-être en fin d'après-midi ou en soirée, plus la partie technique, parce que effectivement, pendant la journée, les personnes sont disponibles et tout ça. Mais il y a aussi le fait que quand tu parles avec quelqu'un, comme on est en train de parler actuellement, là on est en mode interview. On n'est pas en mode je suis en train de créer un nouveau site ou tout ça, tu vois. Donc en fait, on utilise différentes parties de notre cerveau et ça c'est très important en fait dans une organisation de faire des blocs qui soient logiques et pas en fait changer à chaque fois de tâche. Après pour te rejoindre là-dessus, en fait, il y a aussi cet aspect-là dans la partie moi que j'utilise, en tout cas, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais de faire par exemple des tâches ça va être plutôt des tâches créatives le matin, tu vois, par exemple, moi j'appelle créative, mais ça va être par exemple trouver des nouveaux idées de site, des nouveaux sujets par rapport aux mots-clés, ou tu vois, ce genre de tâches-là. Et par contre, l'après-midi, ça va être plus des tâches, on va dire, administratives entre guillemets, ou répondre à des mails, ou tu vois, qui demandent un peu, en fait, qui demandent pas forcément la même partie de cerveau. Je sais plus exactement je crois que c'est la partie gauche qui est créative, je sais plus exactement. Peut-être que tu sais mieux que moi. Par rapport alors là, faudrait demander à Jim Quick. Ouais, peut-être. Mais voilà, c'est ça, en fait, au bout je pense, ton cerveau, en fait, c'est comme une batterie, tu peux pas le solliciter, pendant 3 heures à faire, la même chose parce que tu t'épuises. C'est aussi, c'est la même chose avec c'est aussi pour ça que c'est bien aussi d'utiliser la technique Pomodoro comme tu as cité, c'est que faut segmenter en fait ce que tu fais dans la journée. Par exemple, te donner, on va dire, moi ce que je fais en règle générale, c'est de me donner 3 à 4 grosses tâches en fait que je répartis le matin et l'après-midi. Donc à chaque tâche, je vais passer 45 minutes, 1 heure, vraiment focus, en mode deep work.
Je sais pas si ça te parle, mais Non, bien sûr, vraiment rester vraiment focus sans distraction à faire cette tâche-là. Après, tu fais une petite pause de 15-20 minutes, tu vois, tu vas regarder Twitter, une vidéo YouTube. Après, c'est important aussi de se donner des pauses un peu plus distractives parce que sinon tu satures au bout d'un moment. Donc moi je trouve ça important en fait, d'alterner vraiment les phases de deep work et les phases un peu plus relax. Ouais. Alors, moi, j'aurais un petit bémol par rapport à ce que tu dis. C'est que, effectivement, je suis d'accord avec toi, le fait de la détente, tout ça. Maintenant, en fait, j'ai vu avec le temps et aussi des clients que j'ai coachés là-dessus, c'est que, ok, quand tu travailles, tu utilises ton cerveau, ok. Maintenant, quand tu es en phase de vraiment de repos, le fait de ne rien faire, mais complètement rien faire, c'est-à-dire ne pas lire, ne pas écrire, ne pas regarder de vidéos ou tout ça, eh bien, ouais, l'oiseau était d'accord avec moi. On est à l'extérieur, en fait. J'ai oublié de préciser, mais on fait cette interview chez moi à l'extérieur, là, sur la terrasse. Donc voilà. Bon, c'est le bruit des oiseaux, hein, donc c'est pas des voitures, ça va très bien. Du coup, ouais, je te disais, c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, essaye par la suite. Et tu vois, même l'oiseau, merci, double check. C'est vraiment d'être. Tu peux te faire une petite méditation. Tu peux quitter tes chaussures et aller marcher en pleine nature, tu vois. Des choses comme ça. Alors, je dis pas qu'à chaque pause, tu vois, tu dois sortir et tout ça. Mais le fait de ne rien faire, mais complètement rien ça faire. Ça permet de prendre du recul, effectivement. Voilà. Moi, franchement, actuellement, tu vois, ça dépend après des jours, tout ça. Mais en règle générale, oui, toute la partie créative, je la mets le matin. Et c'est vrai que sur les phases de pause, bah bon, c'est vrai que voilà, avec les rice fields en face, bon, voilà, tu vois, je quitte mes tongs et tout. Voilà, je vais marcher dans l'herbe. Maintenant, ça peut être très bien aussi pendant 10 minutes. Je me mets sur ma terrasse, je regarde la nature tout simplement, tu vois. Ah, je suis tout à fait d'accord, mais en fait, j'applique aussi, en fait, enfin, peut-être pas aussi poussé que toi, mais en général, tu vois, bah, je te disais tout à l'heure qu'on a des périodes dans la journée, en fait, où on est plus. Après, ça dépend vraiment de chacun, je pense, parce qu'on n'est pas tous réglés de la même manière. Mais moi, par exemple, je sais que je suis plus productif le matin, en fait. En général, je travaille de 7h à 12h, en fait, en appliquant ce que je disais, la Pomodoro, enfin, en segmentant mes tâches et, enfin, c'est ça, ouais, en les divisant. Et je sais que l'après-midi, par contre, après avoir mangé, en fait, j'ai beaucoup moins d'énergie, en fait. Et justement, je profite en fait de cette période, bah, pour rien faire, soit pour faire une sieste ou pour aller me promener. Enfin, tu vois, ça permet déjà de faire une coupure dans la journée. Et puis souvent, en fait, quand tu fais rien, c'est là aussi que enfin, inconsciemment, tu penses à des trucs que tu penses pas quand tu travailles, en fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'idées qui viennent, en fait, en dehors des périodes où je travaille, en fait. Ça, c'est pas en faisant du sport, je fais aussi, après, en général, je fais plutôt mon sport le soir, mais c'est le fait, en fait, de sortir un peu de ton cadre de travail. Ça permet d'ouvrir un peu ton esprit et de penser à des choses que tu penserais pas forcément. Tout à fait, oui. Ça, c'est une chose, justement, sur laquelle je voulais rebondir. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est parfait. C'est vrai qu'on a trop souvent, enfin, il y a beaucoup de choses aussi qui viennent des États-Unis. Ouais. Et moi, je suis très connecté, en fait, avec l'esprit américain, mais il y a certaines choses sur lesquelles, en fait, où je dis attention, dans le sens où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et qui disent allez, c'est parti, moi j'ai tel objectif, allez, deep work. Et en fait, c'est un peu comme tu vas par exemple dans une salle de musculation et tu vois les personnes en fait qui commencent à fond, tu vois. Ouais, tu vas vouloir directement faire 2 heures de sport non-stop et puis après t'es crevé, en fait, t'as déjà puisé ton énergie et en fait ça va te dégoûter, en fait, pour les prochaines séances. Mais c'est exactement, effectivement, je suis tout d'accord avec toi, c'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat. Faut pas voir ça comme une course, en fait, c'est plutôt quelque chose, en fait, où t'es obligé d'être régulier, en fait, c'est ça, c'est vraiment un marathon. Donc ça sert à rien de travailler 12 heures à la chaîne, parce que de toute façon ton cerveau, tu vas pas forcément travailler plus efficacement. Faut mieux travailler, honnêtement, travailler 4-5 heures à fond que 10 heures, en fait, où de toute façon
c'est n'importe qui, en fait, s'en rendra compte. Au bout de 10 heures, tu te rends compte que t'es pas du tout aussi focus qu'en début de matinée. T'es fatigué, tu mets plus de temps à faire une tâche, etc. Donc c'est inutile, en fait. Ça presque un peu de la procrastination. En fait, tu te forces à faire des choses mais au final t'avances pas. Donc c'est où tu vas te créer des tâches pas forcément utiles. Enfin, je sais pas, mais c'est effectivement c'est pour ça que c'est aussi important, effectivement, de bien cadrer à l'avance, en fait. C'est qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi mettre priorité, machin, et puis après voilà, ça roule. C'est pour ça que, comme tu le dis, effectivement, le fait de se forcer, c'est que déjà quand tu te forces à faire quelque chose, t'es pas forcément dans la bonne direction. Alors, tout est une question d'équilibre, encore une fois, c'est-à-dire que sortir de sa zone de confort et se forcer, entre guillemets, à faire quelque chose, c'est différent que se forcer tous les jours et à s'envoyer, en fait, en gros, limite se flageller, tu vois, pour se dire, vas-y, il faut que j'avance. Ouais. En fait, soit t'es pas dans la bonne direction, soit effectivement t'as déjà trop donné et ton corps il dit stop, là on va se calmer, voilà. Et la nature est bien faite. Maintenant, le tout, c'est d'écouter son corps. Comme par exemple quand tu manges, que tu vois bien que quand tu manges des aliments qui sont non transformés et des aliments qui sont complètement transformés, tu vois bien que ton appétit est différent. C'est-à-dire que quand tu vas aller sur des choses qui vont être assez sucrées, avec des sucres industriels, avec des édulcorants et tout ça, ça va, tu vois, les industriels savent très bien ce qu'ils mettent dedans. Donc le but, c'est que tu reviennes. Ça te rend addict. T'es addict. Et donc le but, justement, c'est d'avoir cet équilibre dans ta vie, dans tous les domaines. Et c'est ce qui te permet, en fait, de performer sur ton business et également de profiter de ta vie au quotidien. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça reste une partie de plaisir, mais c'est pas non plus tout beau, tout rose. Oui, voilà, et c'est ce que je voulais dire. Effectivement, tu disais, faut pas se forcer à faire des choses, mais il y a quand même, si tu veux réussir, t'es quand même obligé des fois de faire des choses que t'as pas forcément envie de faire, mais que t'es obligé de faire. Par exemple, je sais pas, par exemple, t'es coach. Enfin, j'ai cet exemple-là en tête, mais si tu te forces pas à faire des vidéos alors que t'aimes pas te montrer, etc., ça va être compliqué pour toi d'avancer. Donc en fait, t'es quand même obligé de te forcer au début à faire des choses, mais en fait, faut que ce soit, en fait, c'est pas forcément quelque chose, faut pas forcément faire quelque chose de négatif ou comme. C'est plus par amour, ouais. C'est plus par amour de toi. En fait. Ouais, il y a ça aussi, mais c'est aussi le fait que au début, quand tu te forces à faire quelque chose où t'es pas forcément à l'aise, c'est que une fois que tu le fais 2-3 fois, ça devient un automatisme et ça va demander moins d'efforts psychologiques. Parce qu'au début, effectivement, tu vas plus, il y a un truc que tu as envie de faire, tu vas toujours essayer de décaler cette tâche-là ou de la reporter pour le lendemain ou pour la semaine d'après. Et en fait, au final, tu le fais jamais ou t'avances pas assez. Alors que si tu te forces vraiment à le faire dès le début, t'as passé ce cap de dire, j'ai surmonté cette épreuve-là. Et en fait, tu te rends compte que c'était pas forcément si difficile. Et puis après, t'arrives à le reproduire. Parce que c'est la self-esteem, c'est ce qu'on dit, c'est la reconnaissance, en fait, de ton travail effectué. Et moi, en fait, ce que je vois aussi, c'est très vrai, ce que tu dis, par rapport à cet équilibre aussi, c'est au niveau de l'amour, en fait. Je parle beaucoup d'amour, en fait, dans mon podcast. Alors, je suis pas spécialisé dans tout ce qui est relations, tout ça, mais j'aime l'être humain, réellement. Et du coup, en fait, quand tu fais quelque chose, tu te projettes et tu sais pourquoi tu le fais réellement, et si c'est vraiment en connexion avec qui tu es, avec ta mission de vie, même si, et tu l'as très bien dit, t'es pas forcément à l'aise derrière un micro, devant une caméra, tout ça, mais ce pourquoi-là, pourquoi tu fais les choses, et si c'est réellement pour aider les autres et servir l'humanité, c'est ce qui va te permettre justement d'avoir toute la force, la puissance, l'énergie, la connaissance dont tu as besoin. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans la vie. Parce que pour revenir à ce qu'on disait au niveau de l'école, on est souvent formaté à se dire,
ah, faut que j'ai telle compétence, donc tel diplôme et tel si, et on formate. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu vas être bon en maths, on va te dire, bah, faut que tu fasses une école d'ingénieur, etc. Mais oui, en fait, Alors, non, oui, enfin, c'est exactement vrai ce que tu dis. C'est trouver, en fait, pourquoi tu veux faire telle chose. C'est la base, en fait. Enfin, c'est pour ça que c'est pas évident, en fait, au début, mais faut effectivement se dire déjà pourquoi j'ai envie de faire ça. Alors que si tu dis, bah, j'ai envie de, par exemple, lancer une activité juste parce qu'il y a de l'argent à faire, tu vas te rendre compte après de 1 ou 2 ans, même si ça marche bien, que bah t'es pas forcément épanoui dans ce que tu fais. Et puis l'argent, c'est pas forcément c'est pas forcément un but en soi. C'est bien d'en avoir, et ça faut plus le voir comme un outil en fait qui va te servir. Enfin, moi je le vois plus l'aspect économique, je le vois plus comme un outil en fait qui permet après d'être libre financièrement, etc., de pouvoir justement vivre à Bali, vivre où tu veux, etc. Mais si ce que tu fais ne te fait pas vibrer, ne te donne pas envie de te lever tous les matins, c'est vraiment dommage, parce que tu t'as quitté au final. Par exemple, si tu quittes le monde du salariat pour faire au final quelque chose que t'as pas envie de faire, bah je vois pas, il y a pas trop d'intérêt au final. Tout à fait, oui. Bah, en fait, c'est plus profond que le côté pécunier. C'est l'histoire d'une vie. Alors pas forcément d'une vie. Moi c'est comme ça que je le vois. Ouais. Moi je vois plutôt en fait comme un cycle en fait. En fait, on a des périodes de notre vie, on va plutôt faire comme ça. T'étais ingénieur avant, aujourd'hui t'es coach. Peut-être que demain tu seras, je sais pas, toi tu seras dans la crypto-monnaie. Je dis n'importe quoi, mais moi je pense que au contraire, on n'est pas destiné à faire tout le temps. On n'a pas forcément un but dans la vie, c'est plutôt un chemin en fait qui nous amène à tel endroit, etc. Bien sûr, mais après, ce que je veux dire, c'est que si t'es capable en fait de sacrifier tout ton temps. Quand je dis sacrifice, c'est que c'est vraiment des sacrifices. Ta vie au final est d'être complètement focalisé sur un business. Bah tu vois, moi, par exemple, par rapport à Maximum Life, je progresse étape par étape. Mais en fait, tu brûles les bateaux. C'est-à-dire que je me suis retrouvé plusieurs fois limite à la rue, tu vois. Et je suis là aujourd'hui, tu vois. Et je suis toujours là. Mais ça fait partie du je suis toujours là, mais ça fait partie, ça fait partie du game. C'est ça, exactement. C'est ça. Et de toute façon, si t'es pas prêt non plus aussi à avoir des échecs, de toute façon, c'est psychologiquement, c'est n'importe qui. Enfin, je pense que 90% des gens qui sont en entrepreneuriat, personne ne réussit du premier coup. T'es obligé de te vautrer, d'avoir des mois sans revenus. Enfin, même moi au début, quand je me suis lancé, j'ai peut-être dû mettre 6 mois vraiment 6 mois, 1 an à vraiment vivre, juste de générer un salaire classique, quoi. Mais oui, c'est quelque chose qui vraiment enfin si t'as quelque chose si t'es sûr de vraiment faire de faire quelque chose qui répond à ton pourquoi, il faut pas lâcher en fait. Il faut vraiment continuer, même si tu t'arrives pas à vivre de ton activité, même si c'est dur des fois. Après, c'est aussi pourquoi c'est important en fait de trouver son why, parce que si t'as pas ton why, bah tu vas vite abandonner en fait ce que tu fais. Sûr. Mais si t'es vraiment persuadé que voilà, ce que tu fais, ça va servir les autres, ça va changer ta vie, bah faut rester vraiment. Carrément, ouais. Non mais je te rejoins totalement là-dessus. Ouais. Et du coup, on a abordé pas mal de points. L'idée, c'est pas forcément après de centrer ce podcast sur la partie technique ou autre, mais on va pouvoir parler de 2 choses. Déjà, la première au niveau du SEO, parce que moi, ça fait quand même plusieurs années que tu travailles dans ce domaine. Est-ce que tu aurais un tips, par exemple, un ou des tips particuliers, sans rentrer dans les détails, mais pour une personne, par exemple un entrepreneur aujourd'hui qui se lance et qui souhaiterait être plus visible sur Internet, est-ce que tu aurais un tips comme ça? Ouais, alors des tips, il n'y a pas vraiment de tips, parce que sinon tout le monde les utiliserait, et on connaît pas forcément les règles imposées par Google. Enfin, c'est surtout par test en fait, par itération qu'on arrive à déterminer un peu ce qui marche ou ce qui marche pas. Mais aujourd'hui, il faut savoir c'est que le web c'est quand même devenu très compétitif.
On est arrivé sur un marché assez mature, enfin surtout sur le marché français, on est arrivé à un stade assez mature où la plupart des secteurs en fait sont assez compétitifs. T'as quand même des secteurs qui sont moins compétitifs que d'autres, bien sûr, mais en fait, le point, le tips en fait que je peux donner, c'est surtout de viser des requêtes de longue traîne en fait. Alors, j'ai essayé de vulgariser un peu, mais ça va être plutôt par exemple, toi, t'es coach. Bah en fait, si tu dis je suis juste coach, tu vas cibler personne. Mais alors que si tu vises le mot clé, je suis coach de vie pour les entrepreneurs. Déjà, c'est quelque chose de plus précis. En fait, le SEO, c'est pareil. C'est quand tu fais des contenus, il faut répondre en fait aux requêtes qui sont tapées par les internautes, mais de manière très précise, qui répondent à des requêtes qui sont moins, qui sont pas forcément très volumétriques, enfin ça va pas être des requêtes qui vont être tapées 1000 fois par mois, mais ça va peut-être des requêtes qui vont être tapées une centaine de fois par mois, mais qui vont répondre vraiment à quelque chose de très précis. Et ces requêtes-là, elles convertissent mieux parce qu'elles répondent vraiment à un besoin précis, et t'as aussi moins de concurrence. Donc, quand tu démarres, c'est important de vraiment baser ta stratégie sur ce type de mots-clés-là. Et après, voilà, faire du contenu de qualité, c'est aujourd'hui vraiment le facteur déterminant. Après, voilà, t'as plein d'autres choses, les backlinks, souvent si c'est une erreur quand on débute de pas forcément savoir comment trouver les backlinks, etc. Si tu connais pas le SEO et que tu débutes, c'est quelque chose de pas forcément évident, donc c'est aussi important de se former. Maintenant, t'as beaucoup de formations en ligne que tu commences. D'accord. Et toi, merci par rapport à ces informations. Toi, en fait, comment tu te positionnes aujourd'hui sur ce marché? En fait, t'accompagnes des gros groupes? Alors, avant, je faisais du consulting. Maintenant, j'ai complètement arrêté depuis à peu près un an. Enfin, j'ai juste j'ai juste gardé un client parce que c'est une start-up que j'accompagne depuis le début et que je suis impliqué aussi dans la société. Mais sinon, j'ai vraiment voulu en fait comme je disais tout à l'heure, avoir vraiment un équilibre entre la vie pro et la vie perso, et de pas en fait échanger mon temps contre de l'argent. Donc c'est pour ça en fait moi et comme beaucoup de gens qui sont dans les SEO, on préfère souvent éditer nos sites plutôt que de travailler pour des clients, parce qu'en fait le fait d'éditer des sites, ça te permet d'avoir des revenus passifs, parce qu'une fois que ton site est positionné s'il est positionné sur Google et que et que tu sais monétiser, bah en fait t'as une rentrée d'argent tous les mois en fait, même si les prochains mois je fais plus rien, j'aurai toujours des revenus, alors que si tu fais du consulting, bah t'es toujours obligé d'avoir tes clients, de faire du reporting, de faire un suivi, de travailler quoi. Après j'aime là c'est un truc c'est quelque chose sur lequel je travaille un peu en ce moment, c'est qu'est-ce que je fais demain, parce que maintenant j'ai mes sites qui tournent. Est-ce que j'ai pas envie non plus de rien faire toute ma vie, donc peut-être qu'il faut que je trouve un nouveau why en fait pour mon activité. Qu'est-ce qui me ferait vibrer à nouveau, parce que comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est par cycle en fait. Parce que une fois que t'as atteint un objectif, en fait après t'as envie de faire autre chose en fait. Même tu regardes n'importe quel entrepreneur qui est milliardaire ou qui a vendu sa start-up par exemple, bah ils vont pas rien faire du jour au lendemain. Enfin tu vas avoir une étape où tu vas une transition. T'as une transition toujours, mais souvent c'est des transitions assez dures en fait, parce que les gens les personnes qui arrêtent, enfin qui ont plus rien à faire, en fait elles ont plus vraiment de sens en fait à leur vie, même s'ils ont de l'argent pour vivre tout le reste de ta vie, mais t'as toujours envie de faire quelque chose d'autre. Donc après moi je vois ça vraiment comme pour moi ce que je fais à l'édition de site, c'est juste une étape dans ma vie pour être indépendant financièrement. Mais demain peut-être que je sais pas, je travaille pour une association ou peut-être que je vais refaire du coaching, je sais pas, peut-être plus pour les start-upers. Enfin il y a vraiment quelque chose à creuser à creuser, mais je comprends. je vois ça vraiment, je pense que un parcours, t'as toujours un objectif au final, mais une fois que t'as atteint l'objectif, c'est quoi en fait la suite? Une fois que t'as gravi la montagne,
Tout dépend de l'objectif que tu te fixes. Ouais, c'est ça, tout l'objectif. Tout dépend de l'objectif, effectivement, mais... Ah, c'est certain. Et du coup, par rapport, enfin, est-ce que tu réalises aussi des investissements sur les entreprises? Est-ce que comment tu vois les choses? Parce que c'est vrai que ça, c'est des choses aussi qui m'intéressent, tu vois, je trouve ça génial parce que dans le côté, enfin, technique et humain, c'est-à-dire que le fait d'analyser une entreprise et après, en fait, d'apporter ton aide de manière pécuniaire, mais d'apporter cette aide-là, je trouve ça génial, quoi. C'est ça, Ça, on avait parlé il y a quelques mois ensemble. Ouais, après, c'est ça, en fait. Souvent, c'est aussi, dans l'entrepreneuriat, une fois qu'on atteint un certain objectif, on a envie aussi d'aider, les autres entrepreneurs. Enfin, souvent, parce une fois qu'on est dans l'entrepreneuriat, c'est difficile, je trouve j'ai l'impression que c'est difficile de sortir du milieu de l'entrepreneuriat parce que c'est un mindset, c'est un mindset, c'est ça. T'as envie t'as envie de rester connecté avec les gens qui sont un peu dans le même mindset que toi, au final, c'est ça. Donc, ce que je fais, et comme beaucoup d'autres, c'est, investir dans d'autres sociétés. Moi, plus particulièrement dans des startups. Il y a des groupes d'investissement, qui permettent, en fait, d'investir sur des levées de fonds, en fait. Des premières levées de fonds. Ça s'appelle Léonis Investissement. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Après, au niveau d'investissement, moi, forcément, vu que je fais du SEO, le plus intéressant, c'est d'investir sur mes propres business ou de racheter des nouveaux sites. Donc, parce que quand tu achètes un site, c'est un peu comme une maison, une maison que tu vas louer. Ça va être, t'agrandis ton parc immobilier, si tu veux. Donc, c'est surtout ça. Après, un petit peu de crypto-monnaie. Bon, ma crypto-monnaie, je suis un peu moins fan. Ça, c'est un peu particulier pour moi. Pour vraiment être fort, je pense, à la crypto-monnaie, il faut vraiment s'y investir à fond, comprendre tous les principes, les projets, etc. Si tu fais ça juste pour du farming ou du trading, je trouve pas ça forcément très intéressant, en fait. Comme pour les NFT, c'est pareil, si tu connais pas vraiment le fond du projet, c'est un vrai travail en soi. Donc après, faut pas... Quand tu investis quelque part, c'est important, en fait, de connaître le sujet. Si tu investis juste pour le retour sur investissement, tu vas prendre beaucoup plus de risques parce que tu sais pas où tu mets ton argent. Et c'est pour gérer ses émotions aussi. Ouais, c'est ça. Faut gérer ses émotions parce qu'il faut être prêt aussi à perdre de l'argent. Donc, mais c'est aussi pour ça que si tu investis dans quelque chose que tu comprends pas, t'as beaucoup plus de risques de perdre ton argent. Alors que moi, c'est pour ça que je préfère investir dans des sites parce que je sais que je peux maîtriser, en fait, l'aspect, la croissance, le retour sur investissement, ou ces parties-là. Pareil pour les startups. Si tu t'intéresses pas un minimum au business de la société, des fondateurs, etc. Il y a aussi l'aspect humain aussi qui est important. Tu peux te planter assez facilement. Ouais, et puis c'est ce qui est, je te rejoins parfaitement là-dessus. Dans chaque domaine, le fait d'aller creuser, tu vas monter en compétence sur le domaine, mais aussi tu vas développer plein d'autres compétences. Là, par exemple, quand tu parles de crypto, aussi la curiosité aussi, parce que c'est puis le côté relationnel, c'est un tout, en fait. C'est ça. Moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, de pas forcément rester que dans ton domaine d'expertise, mais d'ouvrir ton esprit à des choses, en fait, que tu n'aurais pas forcément naturellement appris. Mais voilà, c'est le but dans la vie, c'est aussi de toujours découvrir des nouvelles choses, de t'intéresser à des personnes que t'aurais pas forcément à qui t'aurais pas forcément parlé. C'est important, en fait, d'avoir l'esprit ouvert, sinon tu stagnes, en fait, et tu sors pas de ta zone de confort. Tout à fait. Et après, tu peux trouver d'autres opportunités, etc. Ça peut t'amener peut-être à d'autres choses. Donc, en fait, c'est plus tu essayes de nouvelles choses, et plus, en fait, ton spectre, en fait, de possibilités est ouvert. Alors que si tu fais toujours la même chose, si tu parles toujours aux mêmes personnes, etc., au final, t'as pas de possibilité d'évoluer dans ta vie. Ouais, c'est comme pour tout, au final. Je te rejoins vraiment là-dessus, dans le sens où ça fait partie ton environnement, plus il va être riche, c'est-à-dire en diversité, plus tu vas pouvoir avancer et tu vas avoir de la créativité aussi. Moi, j'ai bien vu, par exemple, quand tu voyages. Alors, quand je dis quand tu voyages à l'étranger, c'est pas forcément tu vas dans un hôtel et tu restes enfermé entre quatre murs ou voir toujours les mêmes personnes de l'hôtel. Non, c'est quand tu vas vivre, en fait, carrément avec les locaux. Tu vois, j'avais eu des expériences comme ça quand j'étais parti notamment au Sénégal. C'était énorme, tu vois. En fait, j'étais arrivé sur Dakar. J'avais fait du couchsurfing, donc c'était quand tu
tu es logé de manière gratuite. Après, moi, ce que je voulais vraiment, c'était cet échange-là humain. J'ai apporté beaucoup, en fait, à Eladj. Tu m'écoutes, Eladj, bonjour. Hein. Et je reviendrai bientôt sur Dakar. Et tu vois, avec cette personne-là, on a vraiment bien connecté. Je l'ai aidé, j'ai aidé sa famille. Je me souviens, j'ai passé enfin, pratiquement 2 semaines sur Dakar. C'était génial. On m'a fait découvrir plein d'endroits. Et tu vois, il y a cette connexion, tu vois, on mangeait tous tous les midis, je mangeais avec sa famille, on mangeait avec les doigts comme ça dans un grand saladier. Le fait pour les remercier, à chaque fois, à chaque membre de sa famille qu'on avait visité, j'avais acheté un sac de 50 kilos de riz que j'amenais, tu vois. Et c'est pas pour dire, mais ces actions-là que tu fais avec le cœur, ces expériences de vie, c'est ce qui t'enrichit réellement, mais beaucoup plus qu'en fait que ce que tu peux avoir sur ton compte. C'est clair. Parce que c'est ce qui te fait vibrer en tant qu'être humain. Et quand tu regardes une personne, tu te souviens d'une personne, pourquoi? Parce que c'est les expériences que tu as eues avec cette personne que tu vas souvenir. Ça. Quand tu vas dans un pays, si toutes les personnes à qui j'ai parlé et qui m'ont dit Max, ce pays j'ai adoré, raconte-moi ton histoire. À chaque fois, c'était des connexions avec les êtres humains, puisque l'être humain est fait justement pour échanger, pour partager. Et c'est ce que je trouve de beau, parce que quand au niveau digital nomade, juste pour faire un petit aparté là-dessus, c'est que pour moi, j'ai été digital nomade. Pour le moment, je me focalise vraiment. Enfin, je me suis stabilisé en fait. Tu vois, ça fait 1 an et demi que je suis sur Bali, comme toi d'ailleurs, il me semble. C'est ça à peu près. Oui. Et voilà. Et du coup, je vois bien la différence. C'est-à-dire que le fait de bouger de partout, c'est bien parce que tu vois aussi d'autres personnes, tu vois d'autres environnements, tout ça. Mais c'est toujours une histoire d'équilibre. Ouais. C'est parce que si tu te focalises pas à un moment sur ton business et tu dis ok, même si tu délègues des choses, tout ça, le but c'est aussi d'être à un endroit, de rester quelques mois et d'avancer, quoi. C'est ça, oui, il faut un minimum de stabilité, je pense, dans ton business, parce que c'est vrai que maintenant c'est un peu moins le cas effectivement avec la pandémie, mais j'avais beaucoup d'amis qui étaient digital nomades et qui bougeaient tous les mois ou tous les 2 mois, mais ça permet pas d'avoir vraiment d'avoir un vrai focus en fait, et au bout d'un moment je pense que tu perds tes repères aussi facilement, alors que le fait c'est vrai que enfin le digital nomadisme c'est vraiment un lifestyle assez particulier, et quand t'es entrepreneur c'est assez difficile je trouve de concilier en fait le fait de tout le temps bouger et d'avancer sur ton business. Alors ça peut peut-être marcher, je pense, quand tu fais par exemple certains types de business comme de la crypto-monnaie ou ce genre de choses, mais quand tu vends des services, je pense que si t'as pas un minimum de temps consacré à ton business et que t'as pas ta routine, c'est difficile de... Tout à fait, et c'est pour ça en fait enfin ce que je trouve de génial en fait dans la vie, c'est encore plus dans l'entrepreneuriat, parce que tu vois bien que si t'as pas cet équilibre, même les salariés, hein, tu vois bien tous les burn-out qu'il y a eu, tout ça, c'est parce que il y a toujours cet équilibre qui fait partie donc de ta vie, ton hygiène de vie, ton environnement. C'est ce que je prône en fait au quotidien, puisque c'est ce qui te permet réellement d'incarner la personne que tu dois être dans ce monde et de donner tout ce que tu peux donner chaque jour, tout en t'aimant, c'est-à-dire tout en équilibrant aussi, c'est-à-dire, comme tu disais, travailler 10 et 15 heures par jour, ça n'a pas de sens, ou si c'est à certains moments, tu vois, clé, ok. Mais sinon, il y a aucun intérêt à ça. Effectivement, en fait. Mais même là, par rapport à ce que tu dis, le fait de rencontrer, en fait, de t'ouvrir aux autres, faut pas rester en fait dans son coin. Les problèmes ce que beaucoup de gens en fait ont vécu avec la pandémie, c'est qu'effectivement ils ont pu travailler, ils ont pu gagner en confort de travail, etc., pour travailler à distance, moins de trajets, etc. Mais d'un autre côté, tu perds aussi la connexion humaine, et c'est pareil d'entrepreneuriat. Si tu restes tout seul dans ton coin, au bout d'un moment, tu pètes un câble, tu perds tes repères. T'as plus de séparation entre ta vie perso et ta vie pro. Moi, je l'ai fait à un moment donné. J'étais vraiment
quand je me suis lancé, j'avais installé vraiment mon bureau chez moi, tu vois. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça, tu vois, tu dis, ah bah, c'est bon, j'ai plus besoin d'aller au travail. Du coup, j'ai créé vraiment mon environnement de travail chez moi, etc. Mais tu sors plus, en fait. Et au bout d'un moment, bah, tu perds tes repères, bien sûr, t'as même que si tu vis avec quelqu'un, tu peux avoir des frictions, enfin ça peut amener plein de problèmes au final. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important en fait de toujours rencontrer d'autres personnes, de te faire un réseau, même si c'est pas forcément des gens avec qui tu ferais du business, mais juste pour échanger. Tu peux apprendre plein de choses de personnes différentes. Après, t'as les espaces de coworking qui sont très bien pour ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement au final. Enfin, quand je me suis rendu compte que ça marchait pas pour moi de rester chez moi, j'ai essayé de trouver des espaces de coworking et en fait, ça m'a ouvert énormément de choses, même des relations. J'ai eu des très bons souvenirs en fait. J'ai eu je me suis fait de très bons amis comme ça avec justement le coworking. Donc c'est vraiment quelque chose je pense d'indispensable d'entrepreneuriat, de vraiment de rester ouvert et pas de rester dans ton coin. Tout à fait. Et va être ouvert aux autres et toujours en fait penser qu'est-ce que tu peux apporter à une personne, voilà, c'est pas forcément au lieu dans le sens inverse, voilà, et pas qu'est-ce que je peux récupérer. ouais, c'est ça, pas ouais, parce que ça t'as beaucoup de personnes malheureusement qui des fois font les démarches en fait de faire du réseautage, tu vois, par exemple pour directement vendre leurs services ou parler d'eux en fait, mais non, en fait le but c'est d'écouter les autres. Même si s'il y a pas forcément d'intérêt business, mais en fait c'est important en fait d'échanger. Bien sûr. Enfin humainement, je trouve que c'est quelque chose de primordial de t'intéresser aux autres, de savoir ce qu'ils font, etc. Et puis en retour, en fait, quand tu donnes, tu te rends compte qu'automatiquement les gens en fait ils viennent plus naturellement vers toi. Que si t'es trop centré sur toi-même, tu vas pas forcément dégager une aura positif, enfin, je sais pas comment donner dire, pour recevoir et le fait d'être d'avoir cette mentalité vraiment de d'aider son prochain tout simplement, ça, pas forcément attendre du retour. Le retour tu l'as pas forcément immédiatement, mais sur le long terme, plus tu donnes, par exemple juste c'est un exemple tout bête, mais le fait d'ouvrir un blog, de donner des conseils gratuitement, de faire du podcast sans monétiser, bah tu donnes gratuitement, t'as pas de rentrée d'argent entre temps, mais sur le long terme tu vas avoir une audience, les gens ils vont de plus en plus parler de toi, ils vont se sentir vraiment imprégnés de ce que tu dis, etc. et puis au bout d'un moment en fait ils vont venir vers toi, te contacter, te demander des conseils, toi après tu pourras commencer à vendre des services. Donc c'est vraiment aujourd'hui vraiment important de penser à, enfin faut essayer de comment dire, hacker son cerveau, je sais pas comment dire, mais de penser vraiment altruiste plutôt que de tout de suite voir les intérêts, les opportunités, etc. Tout à fait, ouais. Amen. Je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est j'espère réellement que avec justement ce contexte de pandémie, beaucoup de personnes en fait seront ouverts aussi à d'autres choses, c'est-à-dire que auront compris que le business c'est pas forcément de dire voilà je me focalise, je fais mes objectifs, tout ça. Non, c'est on se connecte, on est entre êtres humains avant tout, on prend du plaisir pour ce qu'on fait et on avance quoi. Donc, écoute, merci pour tout, Loïc. Merci. C'était vraiment un plaisir, vraiment un plaisir d'échanger. Comment, du coup, les personnes peuvent te contacter aujourd'hui? Bon, bien sûr, hein, je mettrai les liens en commentaire de cette vidéo. Oui, après, ils peuvent surtout me contacter. J'ai effectivement mon site principal, c'est digitis.fr. Bon, c'est plus des conseils autour du web marketing, ce genre de choses-là. Après, j'ai un Twitter, Loïc Frissard. Après voilà les liens, je suis pas effectivement très joignable sinon, mais non après voilà c'est si les gens ont des questions sur les SEO, ça me ferait aussi un plaisir d'aider, de répondre aux questions. Et Loïc est vraiment très bon dans son domaine. Merci. Vraiment. Moi j'ai beaucoup apprécié aussi travailler avec toi sur mon site, sur d'autres projets aussi. Et oui c'est ça en fait, c'est la connexion, l'être humain.
et effectivement derrière les compétences. Et aujourd'hui, Ouais, c'est ce que c'est un ensemble. tu représentes aussi. Ça, Donc, faut concilier vraiment l'ensemble et vraiment trouver un équilibre, je pense, entre ce que tu sais faire et ce que tu peux donner aux autres. Tout à fait, ouais. Ok, Ouais. très bien. Eh ben écoute, Loïc, merci à toi. Merci à toi, Maxime. On va s'arrêter du coup ici. Ce premier épisode vidéo est terminé. Je te conseille vivement de t'inscrire à cette chaîne, ce podcast. Du contenu avec toujours plus de valeur ajoutée arrivera prochainement. Merci de liker, commenter, partager cette vidéo, ce podcast. Au plaisir de te poster de nouveaux épisodes.